Bonjour tout le monde, on est ravis de vous recevoir au Comics Corner. Vous avez l'habitude du lieu, mais vous n'avez pas l'habitude de l'invité. C'est un premier format qu'on fait avec Jimmy, façon interview. Alors moi, de mon côté, j'ai l'habitude d'en faire, mais pas Jimmy, donc vous allez pouvoir le noter sur ça. Et on est ravis de recevoir Bruno Pessaidi pour sa BD L'Ogre Lion chez Draco Édition. Salut Bruno. Bonjour, ou bonsoir. Oui, bon, on tourne le soir, donc on peut dire bonsoir, mais bonjour pour les personnes Voilà. qui verront le jour. Comment tu vas ? Ça va, ça va. Ravi d'être là. Oui, Tu as carrément. quitté ton sud pour Paris. Exactement, j'ai eu la pluie, donc je suis content. ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, c'est bizarre. Super. Bah voilà, donc du coup, on va te poser quelques questions sur la belle BD qu'on a pu lire récemment. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Donc je m'appelle Bruno Pessaidi, je viens de Marseille et je fais de la BD depuis une petite vingtaine d'années. J'ai commencé par une BD d'Heroic Fantasy qui s'appelle Zorn et Diana chez Soleil avec Jean-David Morvan au scénario, et ensuite j'ai fait une bande dessinée, une série vraiment inspirée de comics de super-héros qui s'appelle Badass avec Eric Hanna au scénario, et c'était chez Delcourt. Et ensuite j'ai signé chez Glénat avec Aurélien Ducoudray pour une BD qui s'appelle Amazing Grace, dont on attend le tome 2 au niveau de la couleur. Et puis voilà, donc 2022 avec l'Ogre Lion. Avec l'Ogre Lion. Donc du coup, on a vu un peu la genèse de cette BD-là, où tu t'es inspiré d'un documentaire animalier qui t'a beaucoup plu, que Jimmy a vu d'ailleurs. On est deux à l'avoir vu. Deux sur Terre. Non. Non. Comment tu as pensé à lier du coup la fantaisie, parce qu'elle est très très présente dans la BD, à Alors, en fait, cet esprit animalier. le documentaire, ça a été un petit peu le déclic, quoi. Quand j'ai vu ce documentaire, donc qui parle de trois lions là qui sont un peu en autonomie, qu'on suit, à qui il arrive plein d'aventures, quoi. Ça a été le déclic. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit j'ai envie de faire un personnage qui pourrait être un lion. Et après, ça me vient du fait que je dessine comme tous les dessinateurs, on va dire, je dessine depuis toujours, et j'ai toujours aimé dessiner des animaux. Donc du coup, ça plus ça, ça m'a donné envie de faire une BD anthropomorphique avec un lion comme personnage principal, quoi. Déjà c'est très intéressant déjà d'imaginer que tu aies pu partir que le déclic ce soit un documentaire. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de créateurs qui ont ce genre de déclic. Après ça peut être en général une autre œuvre, une autre BD qu'ils aient lu. Donc déjà ça en fait déjà une certaine originalité. Et moi je voulais revenir un petit peu sur le fait que on a ce personnage principal, donc cet ogre lion, qui a tout du personnage un peu bourru, plutôt solitaire, etc. Mais que tu entoures rapidement d'une équipe. Donc on va pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais il se retrouve rapidement avec des acolytes, des compagnons de fortune. Déjà, est-ce que c'était important pour toi qu'il ait un entourage avec lui, ou est-ce que ça t'est venu comme ça, où tu t'es dit on va lui en mettre dans les pattes? Non, c'est super important parce que il faut c'est des compagnons, mais techniquement c'est ce qu'on appelle des faire valoir aussi, quoi, parce que le personnage peut pas parler seul, donc du coup la première impulsion c'est vraiment ça. Et après, ce qui était rigolo, c'est que par rapport aux mathématiques d'opposer les herbivores aux carnivores, c'était intéressant qu'ils soient justement entourés d'herbivores qui peuvent être potentiellement des proies, mais du coup qui deviennent des compagnons, et on verra plus tard même des amis, quoi. Et même des aides, puisque des aides aussi, ils s'entraident les uns les autres, ouais, carrément. Et du coup, tiens, la trop dit, je m'en fais. Et du coup, sur tous ces personnages-là, du coup, est-ce qu'il y en a un qui t'est particulièrement cher, ou est-ce que c'est tout simplement le héros? Je les aime tous, c'est comme mes enfants. Ah, tous vraiment. Ok. C'est pas la première fois que j'entends ça. Non, le héros forcément, parce que c'est celui qui est à l'origine de l'histoire. Après, moi, je suis un fan de comics, et je suis aussi un fan d'anatomie, donc du coup, c'est fan de Conan. Donc du coup, quand je le dessine, je réalise un peu le fantasme de dessiner jusqu'à la tête, au moins de dessiner Conan, quoi.
Donc c'est vrai que j'aime bien ce personnage-là, et après c'est vrai que je me prends un petit peu au jeu quand je dessine le personnage enfantin là de Wilt, qui est une espèce de, même moi je sais pas si c'est une chèvre, un chat. Ouais, c'est Si ça. toi tu le sais pas, on peut Non, pas un le petit, savoir. un petit capre. Voilà, exactement. C'est exactement le terme que j'allais dire. On voit que je suis vraiment connaisseur de documentaire animalier. Ah bah oui, c'est Un petit caprin, exactement. prochain Et, épisode, on vous proposera une analyse de documentaire animalier. On fera que ça. Le prochain invité sera un vétérinaire. C'est ça. Et donc le petit personnage là du caprin, c'est vrai qu'au fur et à mesure, je commence à le prendre en affection, à le prendre en amour, comme dirait Céline Dion. Il est mignon. Et ouais. Mignon. Et après, c'est vrai que la Jou, qui est la coloriste, elle rajoute la touche finale pour qu'il soit bloody cute, comme on dit. Quoi. Des fois, je recevais des cases et je dis, oh, là, c'est trop. Quoi. On va faire des t-shirts avec cette case. Quand on lui fait la petite joue rose, les petites larmes et tout, là, ça allait au-delà de mes espérances, quoi. Donc, du coup, c'était rigolo. Et du coup, le type animalier se fait de plus en plus en BD. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que pour toi, ça a une valeur ajoutée? T'avais pas envie de faire de personnages humains? Est-ce que c'est pour les rendre plus attachants? Alors moi, Qu'est-ce c'est que tu vraiment penses un de truc ça? qui me tenait vraiment à cœur de faire de l'animalier bien avant, on va dire bien avant Black Sad, parce qu'en fait la série Black Sad chez Dargo, c'est celle qui est un petit peu la première où les éditeurs se sont rendus compte que ça pouvait marcher, la BD anthropomorphique. Et après, c'est vrai qu'en ce moment, il y en a pas mal qui sortent et après moi je me laisse pique pas, c'est comme tous les courants quoi. En ce moment il y a pas mal de BD de western, il y a 2 ans c'était des BD de pirates. Oui, il est très polar en ce moment donc, aussi. je sais pas à quoi c'est dû et je sais pas si c'est bien de faire partir d'une vague ou si c'est d'être seul. Je sais pas lequel est le plus important. En tout cas, moi quand j'ai fait tout ça, je me suis pas, c'est pas un calcul quoi ou un plan de carrière quoi. Là j'ai vraiment eu la chance. En plus c'est la première fois que je suis scénariste. Donc j'ai vraiment eu la chance de m'amuser et de me faire plaisir quoi, en faisant la BD que j'avais vraiment envie de faire mais de lire aussi. Et justement, tu es au scénario et nous, on a déjà envie de savoir la suite. Donc, dans ce tome 1, il y a beaucoup de mammifères. Est-ce que du coup, dans la suite, tu auras un peu plus d'autres créatures? C'était une question qu'on se posait. Est-ce que là, c'est vrai que c'est exclusivement des mammifères? J'ai regardé même dans le background, au fond, il n'y a jamais autre chose que des... alors, je vais reprendre un terme propre que les végans aiment bien, là. C'est limite spéciste alors du coup. Parce que en fait j'ai anthropomorphisé que des mammifères. D'accord. Et donc on n'en verra jamais d'hommes crocodiles ou de. Alors voilà, pour que en fait les mammifères sont anthropomorphisés et tout ce qui est oiseaux, reptiles, c'est soit de la nourriture, soit des montures. Ouais. Soit des ennemis. Donc c'était un vrai parti pris par contre. D'accord, cool. C'est assumé. Et après, ce que j'essayais aussi de faire, c'est de respecter les zones géographiques. Oui, on le sent bien. Ouais. Là, ça se passe en Europe, donc c'est pour ça que quand ils voient le lion, ils le prennent pour un lynx parce que c'est le. Oui, c'est ça. C'est et là, le fait que dans un paysage de montagne, ce soit plutôt des bestioles qui savent grimper, qui pourraient grimper sur des parois de montagne et tout ça, c'est assez cohérent. Documentaire animalier, jusqu'au bout, la cohérence. Cohérence. Ta BD est prévue pour être en 3 tomes. Oui. Ça, c'est le tome 1. Je sais pas s'il y a déjà de date de prévue pour le 2 et 3, mais là, n'est pas vraiment... Mais en fait, il y a une date de prévue qui est à peu près la même que celle du tome 1, à savoir en janvier, avant Angoulême. D'accord. Et en fait, ma question, c'est... Alors là, pour le coup, c'est vraiment le lecteur et le libraire un petit peu qui parle, et le passionné de BD. Tu savais d'avance que ta BD sera en 3 tomes. En tout cas, là, tu le sais que ce sera en 3 tomes. Moi, j'ai toujours trouvé que les auteurs qui savent d'avance en combien de tomes, ou en tout cas sur quelle durée va s'étendre leur série, apportaient une histoire beaucoup plus cohérente. Beaucoup plus, pas forcément mieux écrite, mais en tout cas, où on sentait vraiment une sorte de cohérence dans l'univers, dans la narration. On voyait vraiment que l'auteur savait où il voulait aller du début jusqu'à la fin. Est-ce que pour toi c'était important, avant de te lancer sur ce projet, de savoir où tu voulais aller, ou au contraire, peut-être qu'en fait je me trompe et que tu es le genre d'auteur, parce que c'est ta première en tant qu'auteur, qui avance un petit peu au fil de l'eau et qui... Alors j'ai envie de dire un petit peu les deux, parce que c'est vrai que c'est ma première fois que je suis scénariste. Moi, idéalement, je la vois en 5 tomes.
Voilà. Ok. Ah, ok. Donc là, la contrainte, c'est de tout faire entrer en 3 tomes. Donc on verra bien. On verra bien. Et après, pour reprendre un petit peu ce que tu dis, et pour un peu prêcher pour la paroisse des auteurs de BD, avoir un succès en BD, c'est un miracle quelque part. Et donc je comprends que les auteurs qui avaient prévu en 3 tomes, si ça marche, ben ils en font un peu plus. Et c'est là où après ça devient gênant, c'est quand ils en font le tome de trop. voilà, au lieu de un peu plus, ils en font un peu trop. Un peu trop, Et exactement. on sent que le sirop est dilué à l'eau et ça n'a plus trop de saveur, quoi. Ouais. Mais nous, pour reprendre Jean et Dirna à l'époque, on avait prévu 4 tomes. Et vu que la série a bien marché et qu'on avait encore des choses à dire avec Jean-David, on a fait 6 tomes, tu vois. Ouais. Donc voilà, quoi. Après, est-ce qu'on aurait pu en faire 7 ou 8 forcément, mais est-ce que ça nous aurait amusé? Est-ce que la substance aurait pas été trop À quel moment diluée? l'histoire se termine aussi? C'est un aussi, choix scénaristique. Donc voilà, donc là après, dans la mode du moment, les éditeurs ils aiment bien vendre 3 BD. D'accord. Ou 2 BD, parce que apparemment les lecteurs maintenant ils sont frileux, ils aiment pas. C'est vrai. Voilà. Mais du coup, là, ton scénario, il est écrit jusqu'à la fin du tome 3 ou il y a encore des choses qui peuvent Alors, changer? il est écrit jusqu'à la fin du tome 3, Ok. mais pour moi, vu que le scénario c'est quelque chose de nouveau que je découvre, pour moi le scénario c'est vraiment quelque chose de vivant. C'est-à-dire que qui se transforme, qui peut évolue, évoluer. et donc je te dirais oui, c'est écrit, mais ce que j'ai écrit au moment où je te dis ça ça a rien à voir. On n'est pas à l'abri d'un changement. Parce que même là, j'ai écrit le scénario. Ce scénario, je l'ai transposé en brouillon de page qu'on appelle des storyboards. Bien sûr. Bah déjà mon storyboard, il est déjà différent de ce que j'ai écrit. Quand je vais mettre mes pages au propre, ça sera différent de mon storyboard. Donc mon tome 3, il va être voilà, c'est vraiment de la pâte à modeler c'est presque vivant, quoi. C'est rigolo, quoi. Et du coup, le scénario, tu aimes ça, vu que c'est une première? Oui, ça me plaît. Après, vraiment, le plaisir aussi, c'est de dessiner, de se faire plaisir, de dessiner vraiment. Comme je disais, moi, je suis vraiment fan d'anatomie. Et là, je me suis fait plaisir. J'ai dessiné un personnage, il est écorché, quoi. Oui. Donc, on voit les muscles apparents et voilà, c'est bête, mais c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire, quoi. Okay. Et donc, être scénariste, ça permet aussi de faire ça parce que oui, c'est vraiment c'est le dessin et l'histoire sont vraiment pour la peine pour le moment là en harmonie, quoi. Oui, tu vois ce que je veux dire, quoi. Complètement. Et voilà, moi j'avais une autre question qui n'était pas prévue. Encore la question bonus. C'était la question, ma petite question bonus. Celle-là, je l'ai pas lu à l'avance, donc je veux pas y répondre. En fait, ok, donc tu en étant toi-même le scénariste, tu t'offres énormément de liberté en termes de dessin. En tout cas, tu dessines ce que tu aimes. Et est-ce que du coup, sans forcément citer d'exemple, tu as eu en tête soit dans tes expériences personnelles, soit de gens que tu connais de ce milieu-là, des cas où tu as eu des dessinateurs qui t'ont dit ah mais qu'est-ce que ça a été horrible de travailler avec ce scénariste, vivement que je puisse me mettre à dessiner moi-même pour moi-même. Est-ce que c'est quelque chose qui tu veux que je te dise des noms? Oui, c'est ça, j'allais dire on veut des noms. J'ai commencé par dire sans parler de noms, c'est-à-dire que là l'idée c'est pas ça, c'est juste voilà, est-ce qu'en vrai tout dessinateur qui a des envies particulières, qui est pas juste un contractuel qui fait le job pour faire le job, a un jour cette idée de en fait pourquoi je m'embête à passer par un scénariste. Ouais, alors après c'est pas pourquoi je m'embête à passer par un scénariste, hein, parce que il y a plein de qualités à bosser à deux, mais en même temps aussi ça fait un peu plus de 20 ans que je fais de la BD. Et j'ai pris ça aussi comme une forme d'évolution quelque part. Et après faire son histoire, ça m'a toujours trotté dans la tête, quoi. Ouais. Et il y a un moment, tu sais pas pourquoi, tu as un déclic où tu as plus confiance en toi et tu vas te franchir le cap, quoi. Voilà. Donc après bosser avec des scénaristes, ça a beaucoup de qualités. En même temps, si je suis là avec mon propre scénario, c'est aussi parce que j'ai bossé avec des scénaristes avant.
que j'ai vu un petit peu leurs recettes, que donc il y a c'est une espèce de suite logique. Après l'avantage par contre que je vois à bosser seul, c'est que de passer du scénario au dessin, c'est beaucoup plus fluide. Ouais. Quand tu as le scénario de quelqu'un, il faut d'abord oui, il faut s'imprégner. Ouais, s'imprégner, comprendre, interpréter. Si le rapport texte-image marche pas, trouver des solutions. Donc tout ça, ça prend du temps. En fait, c'est ça, t'as une complicité incroyable avec le scénariste et avec moi-même. Voilà, et quand tu l'as avec toi-même, c'est bon. Et après, en tant que dessinateur scénariste, il y a des trucs qu'on va s'éviter. Là, je pense notamment dans Amazing Grace, le tome 2, il y avait un camping entier de caravanes. Mais c'était une espèce de ville avec des caravanes. Moi, en tant que scénariste, je me serais jamais imposé ça. Ah bah oui, quel enfer à dessiner, où tu dis, voilà, hors champ, il y a... Imaginez qu'il y a des caravanes. Alors le piège avec les scénaristes, c'est surtout ça, des fois, parce que en tant que scénariste, ils se rendent pas compte que c'est aussi beaucoup de boulot. Bah bien sûr. Et après, c'est ça aussi qui est bien, c'est le challenge aussi de dessiner des choses... sortir de sa zone de confort. Voilà, ouais, et c'est ça qui est intéressant. Ouais, mais pour aussi, la première, tu peux te faire plaisir, quoi. Quand tu te lances pour la première fois, tu te fais plaisir. Vas-y, je t'en fais. Ouais, du coup, ça fait longtemps que tu as L'Ogre Lion dans la tête, date de 2008. Ouais, et là, ça sort récemment. Bah alors, qu'est-ce qui t'a fait tenir? Qu'est-ce qui t'a dit, bon, je vais pas abandonner ce bébé-là? C'est vrai, parce qu'on sait qu'il y a eu quelques, pas échecs, mais il y a eu quelques ralentissements, on va dire, dans ton projet. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, quand je l'avais proposé, en l'évoquant à l'éditeur Soleil, à l'époque, il m'avait dit que l'animalier, ça marchait pas en BD. C'était avant Black Sad, donc. Et ensuite, du coup, on m'a proposé Badass, la série comics. Donc moi, vu que je suis un fan de comics, je suis de la génération Strange. Pour moi, c'était inespéré quoi, de faire du comics. Donc du coup, j'étais vraiment content de faire Badass à ce moment-là. C'était une super série, hein. Série en 4 tomes, simple, efficace, que moi j'ai beaucoup aimé. Non, mais moi, quand on m'a envoyé le scénario, j'ai eu le coup de cœur de suite. Ouais. C'était vraiment super marrant avec Eric, Anna, on a bien rigolé, donc c'était vraiment marrant. Et après, il y a une espèce après Badass, j'ai commencé un petit peu à réfléchir encore à ce scénario, mais il y a toujours une espèce de peur, de crainte, et il y a aussi le fait que de s'investir sur un nouveau projet, c'est-à-dire qu'il faut qu'on monte un dossier à présenter aux éditeurs. Bien sûr. Donc il faut faire un minimum de 5 pages. Et après, il faut écrire le scénario, il faut faire les personnages, il faut faire tout présenter ça. des storyboards, non? C'est ça? Pas obligatoirement, mais on peut aussi. Et ça représente vraiment une masse de travail énorme. Et c'est vrai que j'ai complètement oublié, mais avant tout ça, je voulais adapter un roman en bande dessinée. Et c'est ce dossier-là que j'avais monté aux éditeurs, plutôt que le truc animalier. Et quand ça n'a pas du tout marché, ce projet-là. Et c'est super plombant, quoi. Parce que on a la déception que c'est pas abouti, et on a aussi la déception d'avoir investi autant de temps pour strictement pas grand rien, chose, ouais. Au-delà de pas grand chose, pour rien, parce que le projet, il peut peut-être vivre plus tard, non? Alors dans peut-être une autre oui, mais maison d'édition. il ressortira pas dans la forme de l'époque. Et contrairement à un intermittent du spectacle qui est rémunéré pendant qu'il prépare sa pièce de théâtre, nous on est rémunéré que quand on livre des pages, et encore la rémunération c'est de l'argent qu'on nous prête, c'est ce qu'on appelle les avances sur droit. Donc il y a vraiment ça, le fait de monter un dossier, en cas d'échec c'est très plombant, quoi. Donc là pour moi l'avantage, le truc, c'est quand Christophe Arleston a créé co-créé la boîte d'édition de Draco. Donc Christophe Arleston, c'est le scénariste, il est surtout connu pour être le scénariste de l'Enfeuse de Troyes. Bien sûr. Il connaissait mon travail parce qu'il avait publié Zornedirna dans le magazine l'Enfeuse Mag. Donc du coup, ça m'économisait le dessin parce qu'il connaissait mon travail. Donc je lui ai envoyé juste les caractères design, juste les personnages. Mon scénario, et je lui ai envoyé aucune BD.
Et donc bon, pour la petite histoire, la première fois il a refusé le scénario et il a accepté plus tard. Et même quand j'ai signé mon contrat, j'avais fait aucune planche de BD. Donc c'était vraiment voilà, il t'a fait confiance juste avec l'idée sur ton idée quoi, sur ton idée et ton travail passé. Oui, voilà. Après mon travail il le connaissait, il a prépublié les 6 tomes de Zone Infernale et il a même prépublié Badass dans l'Enfance Mag. Mais donc du coup ça m'a économisé cette déception-là, parce que même quand on fait un dossier avec des pages, et même si le dossier est accepté, les pages, il faudra aussi les refaire, parce que on évolue, donc il y a toute cette partie-là quoi, qui prend du temps. Quoi. Cet épisode, il va être aussi diffusé sur mon podcast, qui s'appelle Comme dans ta bulle, et moi je suis communicante dans les comics, donc petite question de com. Est-ce que ça, je pense que t'en as pas eu encore. Est-ce que t'es sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu communiques toi sur ta BD, sur ta position de scénariste, de dessinateur? Qu'est-ce que tu ressens toi par rapport au réseau dans les comics? Alors moi le réseau social. C'est sur TikTok, Bruno, c'est sûr. J'apprécie. Alors ne te moque pas, j'ai téléchargé CapCut. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc pour TikTok là. Ok. C'est une petite application de montage de vidéo là. D'accord. Ok. Ah, tu vois, plus fort que nous. Je t'ai bien eu patate crue, comme on dit. Ne dis jamais ça sur TikTok. Jimmy, tu donnes des conseils sur TikTok. T'es dessus depuis 3 mois. Je sais pas. C'est sur TikTok. La librairie. D'où la question quand même. Voilà, comment toi mon réseau social préféré, c'est Instagram. J'adore Instagram. Donc tu communiques, tu partages tes planches, tes work in progress, tout ça. Ouais, carrément. J'adore vraiment Instagram par rapport à Facebook, parce qu'Instagram c'est l'image avant tout. Oui. Et la légende est facultative. Alors que Facebook, c'est l'inverse. C'est les mots, quoi, c'est le texte. Voilà, et j'en ai marre de voir des gens qui disent mon petit dernier a bien fait sa rentrée au CP, ou hier soir j'ai mangé des spaghettis bolognaise. Donc Instagram, je préfère, parce que c'est l'image avant tout. Et ce qui est marrant dans Instagram, c'est le côté international qui est plus plus développé que sur Facebook. Alors après, je m'étais mis un petit peu sur Twitter à une époque, mais ça m'a pas emballé plus que ça. Après voilà, t'as trouvé le réseau sur lequel t'étais confortable. Voilà. Et sur Twitch, t'as regardé un petit peu, il y a énormément de dessinateurs qui sont dessus. Ouais, mais non, impossible. J'ai jamais franchi le cap. TikTok, pourquoi pas. On en reparle. Après Twitch, si niveau tech t'es pas au point au niveau de la technique et tout, ça sera tellement cheap que il faut être très très régulier. Plus que donc en vrai, c'est périlleux d'aller sur. Oui, ça me paraît trop gros quoi. Super. Une dernière petite question pour ceux qui ne connaissent pas Ogre-Lion et qui voudraient tester. Est-ce que tu as une petite catchphrase vendeuse? Pourquoi il faut lire Ogre-Lion? Alors pourquoi en une phrase. Donnez-moi des lisez l'Ogre-Lion parce que ça me ferait vraiment très plaisir. Alors là on va le prendre, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. C'est ce que je dirais quand je le vendrai en boutique. Voilà. Ça lui fait très plaisir. Qu'est-ce qu'elle a bien cette BD? Elle fera plaisir. Achetez-la, ça lui fera plaisir. Merci beaucoup Bruno pour ce moment, c'était très cool. Merci à vous, et c'est vite passé, donc ça veut dire qu'on s'est bien amusé. Et oui, je pense. Merci Jimmy. Merci Alex. Merci à vous pour écouter cette vidéo, partagez-la, commentez aussi, dites-nous si vous connaissez l'Ogre-Lion, et si vous connaissez pas, il faut absolument l'acheter. Et merci aussi à Draco qui a permis aussi qu'on puisse organiser cette interview. C'est ça. Et oui. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Ciao.